Bonjour à toutes et à tous, avant-dernière vidéo à Cannes, aujourd'hui on a vu Yes de Nadav Lapid, où on pourrait traduire par oui je pense. Voilà, titre assez court pour film assez long puisqu'il dure 2h30, il est présenté à la quinzaine des cinéastes. C'était, on va pas se mentir, l'un des films les plus attendus parce qu'à un moment il a été... il y avait une rumeur comme quoi il devrait être en compétition, le film devait durer encore plus longtemps, il a été a priori réduit et il a fini à la quinzaine des cinéastes. Le film suit, on va dire, le quotidien d'un couple dont le travail est, on va dire, de divertir dans des soirées, par des spectacles, des soirées de nantis en Israël, du coup, évidemment. Nadav Lapid est un cinéaste israélien, connu aussi, évidemment, pour son opposition aussi à la politique locale, on va dire. Le film revient, en y repensant, là, c'est vraiment un sujet forcément assez qui cristallise beaucoup de choses. Il revient sur, évidemment, le 7 octobre, la guerre à Gaza, et qui est une toile de fond, mais qui va venir vraiment aussi être au premier plan du film. C'est un film en 3 parties. On va pas forcément tout détailler, parce que c'est un film très touffu. Je pense qu'on ne pourra pas dire autrement. Voilà, c'est un film qui va un petit peu dans tous les sens. Qu'est-ce que tu en as pensé un petit peu, Pierre-Jean, ta première impression en tout cas? Alors, en effet, tu parlais du fait que c'était un des films qu'on attendait le plus. Moi, j'ai un rapport un peu particulier au cinéma de Lapid. Pour aller rapidement, j'étais quand même... c'est un cinéaste qui m'intéresse. On attendait beaucoup parce qu'on avait envie un peu d'un sursaut moderne et radical dans cette fin de compétition. Envie d'être secoué un petit peu voilà, pour être réveillé. Fin de compétition qui est quand même un peu terne jusqu'ici. Même si, moi, je dois bien dire que les 2 derniers films de Lapid me laissaient un tout petit peu sur la réserve, et notamment avec quelque chose... Donc Synonyme et Le Genou d'Aed. Voilà, Le Genou d'Aed était un film qui m'avait quand même un peu épuisé, donc j'avais aussi un peu peur. Et je dois te dire que, contrairement à toi, je crois, je suis assez agréablement surpris par le film. En fait, comme tu l'as dit, c'est un film qui est en 3 temps. Son premier temps, alors c'est peut-être le problème, on y reviendra, est probablement le plus impressionnant. C'est le plus impressionnant parce que donc c'est vraiment un premier temps qui est quasiment essentiellement de la fête. On est vraiment avec ce couple, comme tu l'as dit, qui organise comme ça des soirées richissimes avec des nantis israéliens. Et évidemment, on ne fait que penser au 7 octobre qui a eu lieu auparavant. Et il est cité. J'ai pas précisé, le couple en fait a un enfant qui est né le 8 octobre. Exactement, ça c'est dit évidemment, et donc on y revient très régulièrement, mais on pense au 7 octobre aussi comme une toile de fond un peu inquiétante, puisque évidemment on ne peut pas s'empêcher d'y penser devant ces scènes de fête extrêmement vulgaires, grossières, indécentes en fait. Indécentes, une musique comme ça tonitruante. Et en fait, ce que fait le film formellement, ce qui n'est pas un projet non plus extrêmement original, on a déjà vu ça, mais disons que le film s'adresse, et c'est d'autant plus frappant quand on le voit à Cannes, un peu à notre sentiment d'impuissance qu'on éprouve tous un peu depuis le début des événements du 7 octobre et depuis les crimes contre l'humanité organisés par l'armée israélienne et par Netanyahou. Ce sentiment d'impuissance, de voir toute cette violence alors que nous-mêmes continuons à vivre, qui plus est à Cannes évidemment, dans nos tenues et nos soirées. Alors surtout toi ce soir. Alors surtout moi ce soir, parce que bref, je ne rentre pas dans les détails, mais voilà, disons que le film s'adresse à ça, et en fait ce que fait Nadav Lapid, il ne fait pas que reproduire ce sentiment d'impuissance, mais il en fait un vœu de puissance cinématographique, c'est-à-dire qu'il essaye comme ça, par une série de coups de force un peu formels, de créer comme ça une forme de révolte par la forme. Et je trouve que dans les 30 premières minutes, il y a vraiment un certain nombre d'idées formelles qui sont quand même très impressionnantes, parfois un peu gratuites, mais je pense notamment à des jeux avec les écrans. Il y a un personnage à un moment donné dont le visage se transforme littéralement en vidéo guerrière, et ça devient quasiment une scène de comédie, alors que c'est des images évidemment qui nous ont tous terrorisés ces derniers temps et accablés, et d'un coup, par un effet, par un cut très brutal vers un plan très très large, d'un coup, et avec un bruit de cri, on entend le cri très fort, on est remis dans la violence de la situation. Et le film comme ça produit des oscillations comme ça assez brutales, des détonations que je trouve vraiment fortes. Après, on y reviendra, le film change de rythme dans sa deuxième partie, s'attache un peu plus au pas du personnage principal masculin, dont on va découvrir qu'il est un pianiste, un musicien, à qui on commande, et c'était ça le pitch qu'on nous avait annoncé. Oui, il y a un nouvel hymne en fait. Un nouvel hymne à l'armée israélienne. Et là, le film fait quelque chose d'assez étonnant, à mon avis, dans l'horizon du cinéma de Lapid, qui est quand même un cinéma qui a l'habitude de rester comme ça, sur un rythme comme ça, assez tonitruant. Là, le rythme se dilue un peu, il y a quelque chose qui se distend, il y a un peu de mélancolie aussi dans le rapport avec le couple. Et au fond, ça devient plus un film presque... voilà, avec ces images de désert, on a vu beaucoup de désert à Cannes cette année, presque plus un film d'anéantissement, d'apocalypse. Et là, je trouve qu'il y a à la fois quelque chose qui se dilue un peu, le film est moins fort formellement, mais en même temps une émotion qui ressort. Je reviendrai peut-être sur quelques scènes. C'est pas la même note. On va dire que le film est très hétérogène en fait, à la fois dans sa forme, dans son registre, etc. C'est à la fois une comédie, c'est à la fois quelque chose de très grave, très lourd, aussi très pesant. Moi, ce qui m'avait quand même plu dans Le Genou d'Aed, le dernier, et que je retrouve un peu là au début, c'était évidemment l'idée assez simple,
de l'expressionnisme en fait. L'idée que les effets visuels, aussi lourds soient-ils, en fait, représentent aussi une cassure dans la psychologie des personnages, dans leur intériorité, dans leur rapport à leur pays. On comprend que le personnage principal, et c'est un peu un avatar de Nadav Lapid à ce moment-là, a perdu sa mère. C'était déjà le cas dans le Genou d'Aed, c'est un artiste, etc., qui doit négocier avec l'impératif de vivre dans ce pays pour lequel il n'a pas envie de promouvoir, on va dire, évidemment. Et donc, en fait, la première partie du film est très généreuse là-dedans. Moi, ce qui m'a le plus plu, là, je me concentre sur les points positifs avant d'essayer de nuancer un peu ce qu'on va dire. Ce qui m'a le plus plu, par exemple, c'est les petites séquences, on va dire, qui sont presque de l'ordre du film essai, c'est-à-dire des séquences où on attrape comme ça des images dans la ville, presque de symphonie urbaine, où en fait on est à Tel Aviv en plus, donc c'est une ville vraiment, c'est un peu infernal, c'est-à-dire c'est une ville sans qualité, une ville qui a été bâtie de rien, etc. Sans histoire presque, tout est faux. Et donc le regard du personnage est un regard oblique sur cette situation et qui produit de la forme en fait, qui produit des coupes, qui produit des effets, qui produit des angles incongrus. Il va toujours filmer certaines choses d'une manière un peu aberrante, et j'ai envie de dire des fois ça crée aussi des décalage comique, ce qui est aussi paradoxal, mais bon, c'est l'humour de Lapid est un humour très noir. Vraiment. Le simple fait de garer son vélo devient compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Dans la scène, à un moment, on se prend un mur. On est comme ça dans un jeu permanent, en tout cas, où tout est déraillé, tout est déréglé. Et ça, le film arrive très bien à le faire, à mon avis. La deuxième voie qu'il entreprend, parce que vraiment c'est coupé, c'est-à-dire que deuxième heure, on est dans la deuxième partie, et dernière demi-heure, c'est la troisième. Voilà. Et donc, vraiment, la deuxième heure va être une sorte de contrepoint à la première, un film beaucoup plus calme, beaucoup plus terre à terre. Il y avait toujours quelques effets, toujours quelques, on va dire, travelling circulaire. Il y a quand même quelques moments, et je pense à une pluie de pierre, notamment à un moment donné qui lui tombe dessus, des choses comme ça. Ça devient presque un peu surréaliste là. C'est ça, il y a des petites poussées surréalistes, mais c'est vrai dans un ensemble qui est quand même beaucoup plus naturaliste, et même autour de disputes de couple en fait, puisque les deux personnages vont s'opposer en fait. Ils vont se séparer, en fait la deuxième partie, ils vont se séparer un petit peu, et lui va retrouver une de ses ex-copines qui pour le coup, elle a un rapport au 7 octobre beaucoup plus premier, puisqu'elle a, je sais pas pour quelle raison exactement, je me rappelle plus, elle a mémorisé vraiment la façon dont toutes les victimes sont mortes, etc. Et là je dois dire quand même que le film à cet endroit-là, sur ce petit bloc-là, produit des choses que j'attendais pas de la part de Lapid, notamment une confession de ce personnage-là en voiture, qui filme quasiment en plan séquence, où elle raconte comme ça ses souvenirs en fait du 7 octobre. Et là je dois dire qu'il y a quelque chose d'assez vibrant. En fait le film quand même est capable de créer comme ça des cassures presque naturaliste en fait, de ramener comme ça à la violence de la situation de manière très brutale. Et en fait c'est à cet endroit-là je pense que le film quand même continue à me toucher, quand bien même sa tension et sa richesse formelle se diluent. Je veux dire, même sa forme quand même, il y a des séquences, il y a des séquences un peu ternes, un peu atones qui n'ont pas de... où on sent qu'il n'y a pas de souffle. En fait, ce qui est intéressant, c'est vraiment un peu le cliché du film malade, on va dire littéralement, de tout ce qu'on entend par des films qui donnent tout et se perdent presque en le faisant. D'aucuns penseraient que c'était le cas de Megalopolis l'an dernier, par exemple. Je ne veux pas parler à la place d'autres gens, mais en tout cas, on a ces trucs-là. Les deux films n'ont rien à voir après. Mais en gros, on est vraiment dans cette idée-là. Et je pense que ce qui m'intéresse, même si en fait je ne peux pas, surtout à la regard de la troisième partie qui est pour moi la plus faible, où il essaie de faire la synthèse des deux précédentes et où le collage marche pas du tout. C'est là vraiment le problème. C'est l'idée de synthèse en fait qui est vraiment problématique. J'ai l'impression que le film en fait, il va tellement fort et il est tellement dans une dépense d'énergie qu'à un moment il s'épuise, qu'il donne tout et qu'il a plus rien à dire, et que surtout à un moment le film ne peut plus faire que l'état de sa propre impuissance. On en revient à ce que tu disais au début. Le film n'arrive pas. C'est un peu l'idée de dire, par rapport à ce qui se passe, tout est tellement absurde et tellement cruel ce qui se passe que je ne peux plus le figurer, je ne peux plus en parler, et du coup à un moment je finis par dire n'importe quoi ou à ne plus rien dire. Les choses sont vidées de leur sens. La scène que tu citais là avec le bonhomme qui se transforme en écran, en fait ça part d'une bafouille quand même. Il est en train de se dire, il bug en fait. Ce sont des automates buggés un petit peu comme ça, déréglés. Le film est un peu à cette image là. Oui, non mais c'est un film en fait. Tu parlais de film malade, on peut aussi parler de film impossible en fait. C'est-à-dire, je pense vraiment que Lapid, à un moment donné, c'est pas qu'il démissionne, mais en fait il fuit. Le film va quand même littéralement vers ça. La fin du film, c'est littéralement une fuite qui est évidemment une fuite du pays et qui a à chaque fois un peu ce que raconte Nadav Lapid en fait quand même. Enfin en tout cas c'était déjà un peu là où allait le Genou d'Aed. Et en fait il est face à un projet qui est d'une nature totalement impossible, puisqu'il est obligé de combiner des formes qui sont totalement hétéroclites face à une réalité qui est en fait au-delà du représentable en fait tout simplement. Il y a de l'irreprésentable. C'est aussi pour ça que par endroits on peut penser un peu au film de Jonathan Glazer il y a 2 ans, La Zone d'intérêt, même si en fait il n'a pas des dispositifs formels aussi rigoureux. Ça n'a rien à voir. Formellement ça n'a rien à voir. Il passe par de toutes petites touches quoi. Ce qui est intéressant, en tout cas, tu cites Zone d'intérêt, excuse-moi, mais quand ils vont sur la frontière en fait entre Gaza et Israël, ils y vont. À un moment ils se disent c'est pas possible de rester là, on s'en va. Il y a cette idée, cette impossibilité là d'aller regarder ça, et c'est presque pas à lui de le faire. En même temps il ne peut pas s'empêcher de ne pas
s'y confronter. En fait, il se confronte à une impasse, littéralement à une muraille à un moment. D'ailleurs, il y a un travelling avant, je sais pas si tu vois, je veux dire, en voiture, qui s'arrête devant le mur en fait. Et ils font demi-tour, ils se mettent sur une colline. Et en plus, le film va sur toute autre chose après. Donc voilà, c'est vraiment le film. Je t'ai peut-être coupé, tu voulais peut-être. Non, ça pas aussi. du tout. Non, D'accord. J'allais exactement la même chose que toi. C'est exactement ça. Voilà, film impossible plutôt que film malade. Mais bon, ça produit quand même chez moi une stimulation. Voilà, je trouve quand même que c'est un des films les plus intéressants qu'on ait vu dans les derniers jours là, qui était quand même un peu dur à supporter pour certains des films qu'on a vus. Et voilà, et je trouve qu'il y a comme ça une mélancolie qui perce que j'avais pas forcément vu chez Nadav Lapid et du coup qui continue à m'intéresser. On oscille entre voilà on va dire quelque chose de très front comment dire, pas frontiste mais disons que très frontal pardon, et quelque chose de très mélancolique, et vraiment l'association des deux, elle peut marcher à certains moments, d'autres fois elle marche pas du tout, et il faut accepter presque ce contrat là en fait d'irrégularité et d'impossibilité d'un film qui pourrait être apaisé, cohérent, qui irait vers une ligne qui est définie, etc. Et donc le film fait un peu n'importe quoi parce que on ne peut faire que n'importe quoi, c'est un peu ça sa thèse on va dire, et bon c'est peut-être une excuse qu'on peut lui donner aussi, voilà, ou fuir en fait ses propres enjeux en fait, hein, c'est très curieux. Donc c'est quand même un drôle de film, un film très intéressant. Je pense que ça va générer beaucoup de discussions. Je pense pas que ce soit l'explosion qu'on attendait non plus. Je veux dire, à un moment le film forcément adresse pas forcément frontalement certaines choses parce que c'est pas à lui de le faire, parce que voilà. Mais en tout cas voilà, c'est un film qui nous a quand même je pense intéressé dans tous les cas. Merci Pierre-Jean, je te laisse aller à ta soirée, là t'as l'air préparé. Et quant à nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Pour cette nouvelle carte blanche, je vais vous parler aujourd'hui de Vie privée, le nouveau film de Rebecca Zlotowski qui a été présenté en hors compétition au festival. C'est un peu un virage dans la carrière de Rebecca Zlotowski puisqu'il s'agit de sa première vraie comédie, même si c'est une comédie un peu particulière, racontant l'histoire d'une psychiatre qui perd pied suite au suicide d'une de ses patientes. Et même si le film a sans doute certains des défauts un peu récurrents du cinéma de Rebecca Zlotowski, notamment un scénario un peu trop chargé en intention et chargé en note d'intention, en façon de vouloir absolument justifier tous les pans de son récit, il m'a semblé que c'était probablement son meilleur film, notamment parce qu'elle arrivait enfin à se départir d'une certaine pesanteur pour atteindre une légèreté de comédie, puisqu'il s'agit d'une comédie un peu fantaisiste qui nous rappelle un peu le cinéma presque de Pascal Thomas ou de Jean-Paul Rapneau. Et surtout, ce que je trouve vraiment fort dans le film, c'est que cette légèreté nouvelle chez elle lui permet vraiment de tirer pleinement parti de la principale qualité de son cinéma dans ses meilleurs films jusqu'ici, qui est la direction d'acteur. Et ici, ça se joue vraiment autour du personnage de Jodie Foster, qui fait une apparition tout à fait étonnante dans un film français, dans le rôle principal de la psychiatre. Et en filigrane, le film, en plus de construire son intrigue policière, un peu de screwball comédie, construit une sorte de sous-intrigue de comédie de remariage qui se joue autour de séquences que je trouve vraiment très belles et assez bouleversantes entre elle et Daniel Auteuil, qui est un acteur que je dois confesser aimait beaucoup également et qu'on avait rarement vu dans un registre comme celui-là, dans des pures scènes d'amour, des pures scènes de sentiments, qui en font vraiment un objet singulier et vraiment convaincant. À demain pour une nouvelle bulle canoise.